René, le rescapé de la drave. Allez, Georges, va te coucher, petit tannant. Non, papa, je suis pas fatigué. Je veux pas aller me coucher. Si je te raconte une histoire de mon jeune temps, vas-tu dormir? Oui. D'accord. Tire-toi une bûche, mon fils. Il y a peut-être 30 ans de cela, bien avant que tu sois venu au monde, mon père m'avait demandé de me trouver un boulot. Il fallait du pain puis du beurre sur la table, disait-il. Alors je suis entré dans la drave. J'avais peur. Je n'avais jamais travaillé auparavant. Je n'avais que 16 ans après tout. Cependant, la peur a été remplacée par le plaisir. J'aimais bien ça. L'adrénaline nous suivait partout. Tous les jours, je ne savais pas si j'allais revenir en vie. Il faut se le dire, la drave était très dangereuse dans ces temps-là. Je connaissais plusieurs histoires de draveurs morts noyés, disparus et même quelques gars qui avaient fini dans l'épée et souffrance. Et toi, papa, t'es-tu déjà arrivé quelque chose? Je vais pas te mentir, j'ai déjà échappé à la mort. Raconte. Après quelques mois de dures journées de travail, je commençais à devenir très bon. Je courais sur les bûches comme si de rien n'était. Chaque draveur avait ses bottes à corque. C'étaient des bottes à crampons pour éviter de glisser sur les bûches. L'eau était froide, les pitounes étaient glissantes et le courant était fort. Je me tenais debout sur une estacade et attendais que le voyage de bois arrive. C'était des voyages de plus de 100 cordes de bois. Après une trentaine de minutes, le vieux camion a fait son apparition. Il avait dompé son voyage dans le Saint-Maurice. Moi et mes deux amis, Jean et Denis, avons attrapé nos gaffes. C'étaient de longs bâtons faits pour déplacer les pitounes. Il y avait des centaines de billots dans la rivière et nous étions en charge de les envoyer dans le courant jusqu'à la prochaine destination. J'étais allé vers le milieu des pitounes puisqu'il y avait un tas coincé qui ralentissait le mouvement du voyage de bois. Ma mission était de placer de la dynamite dans l'endroit coincé pour briser la glace. Cela aiderait les billots à se déplacer. Les billes tournaient sur un dixaine. Alors que je courais, mon pied droit est passé à côté d'une bûche et avec malchance, je suis tombé à l'eau. Le courant était fort. Les pitounes commençaient à s'empiler par-dessus moi. J'étais pris en dessous. Rien ne marchait, la mort m'attendait. Je le savais. J'ai commencé à prier dans ma tête. « Bon Dieu, aidez-moi! Bon Dieu, aidez-moi, je vous en supplie! » ai-je répété. Alors que je croyais que c'était la fin pour moi, les bûches au-dessus de ma tête se sont mises à disparaître. J'ai ensuite réussi à me sortir de l'eau et à échapper à la noyade. Une fois mon souffle repris, j'ai prié. « Merci, je vous serai à jamais reconnaissant. Merci. » C'est comme si Dieu avait entendu mon appel à l'aide. Il m'a sauvé. Comment est-ce possible? Si tu mènes une bonne vie, il te sauvera. Je te le jure, fils. Ceci n'est rien d'autre que la pure vérité. Dieu est réel. Tu n'es jamais seul. Rappelle-toi bien de cela. Arthur Lapenture. Une grosse année de bûchage tirait à sa fin près du nouveau barrage de Rapide-Blanc. C'était un jeudi soir, en 1953, la veille du jour de l'an. Après que les hommes eurent fini de se bourrer la face, tout le monde se leva debout et alla s'asseoir au bord du feu. À tous les ans, Rosaire Le Forman racontait une histoire surréelle. L'année passée, il avait raconté l'histoire de la chasse-galerie. Cette année, personne ne savait pas à quoi s'attendre. Rosaire leva le ton et dit « Est-ce que j'ai l'attention de tout le monde? » On se revira tous. Il commença. C'est l'histoire d'Arthur Lapenture. Arthur était le boss de l'équipe. Il était grand, gros et fort comme un ours. Tout le monde l'appelait Arthur Lapenture parce qu'à toutes les pentures de porte, il fallait qu'il se vire de travers et qu'il se penche à cause de ses épaules carrées et sa grandeur de 6 pieds 6 pouces. Un mardi matin, en rentrant sur ses chantiers, toutes les piles de bois qui avaient été pilées la journée d'avant avaient disparu. Tous les arbres étaient remis debout. Je peux te le dire que le gros Arthur n'était pas trop content, parce que dans 3 semaines, les mesureurs passeraient. Ça prendrait tout qu'un miracle pour réussir à tout bûcher le bois qui avait été rubané. Arthur et son équipe n'avaient d'autre choix que de bûcher à nouveau tous les arbres qui avaient été bûchés la journée d'avant. Arthur était déjà dans le fond du bûcher. Tout le monde dit qu'avec sa hache, il bûchait aussi vite que quelqu'un avec une scie mécanique.
Le soir même, rendu dans son lit, Arthur s'est mis à prier comme à tous les soirs. Il a demandé à Dieu pourquoi que les arbres apparaissaient après les avoir coupés. Il est tombé endormi et sans aucune raison, il est réveillé dans un lit blanc. Il n'était pas capable de bouger. Tout à coup, il a entendu une voix grave qui lui dit « Si tous les membres de l'équipe bûchaient pendant 3 semaines, 24 heures sur 24 sans arrêter, rangez la forêt pour que les hommes ne réapparaissent pas. Mais si vous n'êtes pas capable d'accomplir ma demande, vous allez être mis en enfer et n'aurez pas le choix de bûcher pour toujours, sous le contrôle de Satan. » Depuis son rêve, Arthur et son équipe bûchaient comme des enragés. Ils ont passé la première semaine pas de problème, mais rendu à la deuxième, ouf, ça paraissait que ça faisait longtemps qu'ils bûchaient, parce que tout le monde commençait à avoir mal dans le corps. Malheureusement, la journée d'après, Arthur a reçu un arbre sur la tête à cause de son manque de sommeil. Il ne voyait plus clair et a poussé son dernier souffle. La légende dit qu'on entend encore les coups d'hache et les chevaux dans la forêt autour du barrage Rapide Blanc. En connaissant ses limites physiques, des accidents comme il est arrivé à Arthur auraient pu être évités. À l'ouvrage, tout comme au volant, quand tu es fatigué, c'est tout le temps une bonne idée de s'arrêter, parce qu'un accident est si vite arrivé. Les pitounes magiques. C'était une belle journée aujourd'hui comparée à hier où on était toutes trempées à cause de la pluie. Mon ami Arthur Lacourcière avait même les caleçons mouillés. Il était tellement drôle ce gars-là. J'étais tellement fatiguée hier que je suis arrivée dans le campement puis je me suis couchée. À matin, je peux vous dire que j'étais bien plus en forme que les autres. Il avait pris un petit coup avec le fort du vieux JF Tremblay pour se réchauffer le dedans du corps. Un peu hangover, mais là, fallait partir travailler. On s'est mis à travailler puis j'ai dit « Les pitounes sont glissantes, là, mon Arthur, fais attention! » Fallait vraiment pas qu'il tombe, sinon, game over. Plus j'y pensais, plus j'avais hâte qu'on revienne chez nous. Je m'ennuyais de ma blonde, puis les autres gars aussi. C'était sa fête en fin de semaine. Je lui avais envoyé une lettre, mais je savais pas si elle arriverait à temps. « Attention, Arthur! » lui a dit Tremblay. Moi, Arthur regardait pas où il allait, puis il a glissé. On est toutes parties à la course pour pas qu'il tombe en dessus des pitounes. Rendu là-bas, il était trop tard. On criait aux autres gars de venir nous aider pour pousser et retenir les gros bouts de bois. On essayait de faire un trou qu'Arthur serait capable de sortir, mais il n'est jamais ressorti. Ce soir-là, il n'y en a pas un qui a parlé. On était assis autour de la table pour manger dans le camp, mais on ne touchait même pas à notre assiette. Toute triste de l'événement de ce matin, on voulait aller se coucher. Jeff, lui, arrive à la table. Il commence à manger comme si tout allait bien. On l'a tout regardé puis on comprenait pas pourquoi ça y faisait rien. Gagnon lui dit « Pas trop triste, hein, toi, mon JF? » Il nous regarde puis il dit « Pourquoi je serais triste? Il est parti voir sa famille. » Tout confus, on lui demande « Comment ça, il est parti voir sa famille? Il vient de se noyer. » JF nous dit « Coudonc, vous autres, vous savez pas ce qui arrive aux hommes qui tombent à l'eau? » On s'est tous à regarder en voulant dire « Il est rendu vieux, le bonhomme il est devenu fou. » JF nous demande de tous se rasseoir à table pour nous raconter ça. V'là ben des années de ça, mon meilleur ami puis moi, on travaillait ici comme vous autres, puis lui est arrivé la même chose qu'Arthur. Léon Hull, qui s'appelait. Il regardait pas où il allait, puis il est tombé à l'eau. Je peux vous dire que moi aussi, j'étais assez triste ce soir-là. Mon oncle m'a raconté que les gars qui tombaient à l'eau, c'était Dieu qui leur donnait une deuxième chance. Les gars devenaient une pitoune de bois, puis ils s'en allaient jusqu'à chez eux. Léon, il était devenu un bout de bois, puis il a descendu jusqu'à la tuque pour aller voir sa blonde, sa mère, son père, ses sœurs, puis ses frères. C'était Dieu qui l'avait transformé pour qu'il aille voir sa famille une dernière fois, puis après, il partait au paradis. L'histoire de Priscilla Clark. En 1970, il était une fois une femme qui s'appelait Priscilla Clark. Elle avait 21 ans et c'était la première femme qui participait à la classe en 35 ans d'existence. Chaque année, elle écoutait ses amis parler de la classe de canot sur la rivière Saint-Maurice. Elle était très sportive et très courageuse. Cette année-là, elle avait décidé de participer avec ses amis. Il n'était pas très heureux de cette décision-là, sauf Raymond Peabody. Sans elle, il n'aurait pas pu s'aligner au départ de ce grand événement.
La première fois que j'écoutais cette histoire, je pensais que c'était quelqu'un qui me faisait une blague. Un fan qui allait se mesurer au son sur près de 200 km de long, mais Priscilla était différente. Elle était très courageuse comme moi et elle aimait le sport comme moi. À son histoire, moi, Marie-Josée Pépin, j'ai eu le courage de faire des compétitions de ski de fond junior. J'ai même gagné une médaille d'argent au championnat du monde en 1989. Quand les gens me demandent comment j'ai fait pour trouver le courage et aller jusqu'au bout, je leur dis que c'est grâce à l'histoire de Priscilla Clark. Les jours de la course étaient enfin arrivés. Priscilla et Raymond étaient dans le canot Landau A. La course a commencé. Les premières heures se sont bien déroulées. Il est arrivé un moment où Priscilla était très fatiguée de maintenir le rythme, mais elle avait repris courage. Donc, Priscilla a commencé à pagailler plus rapidement. Ils se sont un peu plus rapprochés des autres. Elle se répétait tout le temps dans sa tête qu'elle voulait être la première à démontrer à tout le monde que même les femmes pouvaient faire ce type de choses. À ce moment, elle a commencé à se sentir trop mal et elle ne voulait pas poursuivre. Mais, en même temps, elle devait prouver qu'il méritait d'y être. Il avait déjà parcouru plus de la moitié de la course. Priscilla a pris son courage à deux mains et elle a utilisé toute la force qui lui restait pour pagailler avec son partenaire. Il allait tellement vite qu'ils n'ont malheureusement pas vu la rose devant eux. La collision était inévitable. Ils ont essayé de pagailler pour s'en sortir, mais ça ne marchait pas. Ils ont eu d'autres choix que descendre du canot. C'est pour cela que ce n'est pas la place des femmes. Elle aurait dû rester à la maison con les autres femmes, s'écria Ramon. Priscilla était devenue tellement fâchée. C'est juste parce que la course est en équipe. Sinon, je l'aurais fait toute seule. Sans moi, tu n'aurais même pas eu la chance de participer. Comme ils avaient passé du temps à Saint-Septiver, ils en avaient oublié le canot. Quand ils se sont rappelés, il était trop tard. La courante avait déjà emporté l'embarcation. Priscilla a commencé à nager jusqu'au canot le plus rapidement possible. Elle a réussi à l'attraper. Ils y sont montés et ensuite ils ont pagayé con des ranges. C'est la dernière chose que l'on sait sur Priscilla. Personne ne sait pas ce qui s'est passé avec Priscilla. Mais elle n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Elle n'a peut-être pas réussi cette fois-là. Mais son courage a été suffisant pour inspirer des autres femmes comme moi à repousser leurs limites. C'était un samedi matin de la première fin de semaine de septembre 1953 à La Tuque. Il faisait fret. L'eau de la Saint-Maurice devait être à 20 degrés, mais les gars avaient déjà vu pire. La ville n'avait jamais été pleine de même. Les épiceries, les dépanneurs, puis les centres d'achat étaient remplis de visiteurs. C'était la grande journée tant attendue de tous, puis tout le monde était prêt. « T'es prêt, mon Henri? Pas trop stressé? » « Non, ça va. Je sais qu'on va la gagner, celle-là. » « Mais oui, voyons. C'est pas comme si ça faisait 6 mois qu'on se pratiquait. » « Dirais ça. Bon, ah ouais, c'est l'heure. On y va. » Les canotiers étaient tous installés sur la ligne de départ, fous comme des balais. C'est parti! La sirène sonna et les rameurs débutèrent leur aventure vers Shawinigan. Henri en avant, Avila en arrière, ils descendaient la rivière Saint-Maurice avec rapidité. Une coupe de coups de rame à gauche, puis hop! Une coupe de coups de rame à droite. Ils étaient en parfait contrôle du canot et avaient dépassé plusieurs équipes. « Va falloir pousser un peu plus, Goyette, parce que là, on est en retard pas mal. On va se faire attendre avec une brique et un fanal par Mme McCormick. »« Ouais, je sais bien, mais je suis un peu fatigué, moi, là. »« C'est pas grave, ça. On est rendu à Saint-Roch pis on a 10 minutes de retard. Faut commencer à ramer si on veut la gagner. Ah ouais, rame. » Là, il ramait, mon homme. 15 000 à l'heure. Tout allait bien quand tout à coup, badaboum dans une pitoune. Le canot défoncé, les rames avaient pris le bord. Avila posa ses mains devant son cœur et commença à prier pour un miracle. Il n'y a pas grand-chose de plus à faire. « C'est quoi tu fais là, Avila? Il ne poussera pas des ailes sur ton canot. Faut trouver une solution. » Henri s'arrêta. « Ah ben,
Ça parle au diable! Qu'est-ce que c'est ça? Le canot commença à se soulever. Vite! Il fallait qu'on embarque. Ah ouais, déguédine! Je savais que le bon Dieu m'entendrait. Le canot n'était plus simplement soulevé, il volait. Ils prirent place et c'était parti pour une victoire en canot volant. Au début, ils ne savaient pas trop comment ça marchait, mais ils finirent par comprendre. Avec une force surhumaine, ils ramèrent contre le vent. Ils entendaient la foule qui les acclamait au pile. « Go, go, go! » Avec subtilité, le canot se posa sur la rivière. Personne ne les avait vus. Ils étaient premiers et le canot était en parfait état. Faudrait pas que Mme McCormick apprenne ça, hein? Faudrait pas, non. Maintenant, il reste juste à se concentrer pour pas que ça se repasse demain. Les deux se félicitèrent et se promirent de ne rien dire à qui que ce soit. Ils se couchèrent et prirent du repos avant d'entamer les 2 autres étapes. Finalement, ils réussirent à gagner la course avec leur temps record de 9 heures, 55 minutes et 44 secondes. Ils ont été chanceux. Le bon cœur des 2 hommes leur a amené la victoire. Parfois, y croire fort peut créer des miracles. Petit Joe, le draveur oublié. Nous étions autour d'un feu avec mon grand-père, puis il commence à parler. Le grand-père, qui a pris un petit verre, tous ses souvenirs reviennent. En plus, il devient José. Un vrai moulin à parole. Tout commence en mai 1950. Les rivières étaient pleines de pitounes, et c'était le temps de les apporter au moulin. Petit Joe et ses hommes bossant sur la rivière Saint-Maurice. Petit Joe était un draveur comme tous les autres, mais il était très petit. De là venait son nom. Il n'était pas reconnu pour être très gentil. Il en avait volé plus d'un. Il ne faisait pas beaucoup d'amis. Écoute-moi bien, les jeunes. Vous verrez bien ce que le bon Dieu réserve aux petits maudits comme lui. Un jour, le 12 mai 1950, plus précisément, Petit Joe s'est enfargé dans ses bottes et tomba dans l'eau. Quand tu tombes dans l'eau au printemps, elle est tellement frette qu'on dirait des lames de rasoir qui te transpercent le corps. Personne ne l'a aidé à remonter à la surface. Quand il est tombé dans l'oubli. En 1955, je me suis marié à Monique. Notre voyage de noces était sur la rive ouest. Nous avions un petit chalet sur la rue Bourassa, un petit 12 par 12, en toit du moulin. J'invite ma bien-aimée à prendre un bain de main et demi. Monique me dit « Arrête de me prendre le pied. » Je ne la touchais même pas. C'est là que j'ai vu l'ombre de Petit Joe. Nous sommes sortis du Saint-Maurice en courant. Nous sommes allés finir notre nuit de noces dans la cabane. Pendant des années, plus personne n'a été dans le Saint-Maurice à la noirceur. Monique et moi avons tellement eu la chienne qu'on a échangé notre chalet pour 38 cordes de bois à 4 piastres avec une caisse de 24. Un jour de mai 1971, Bill est venu chez nous. Il nous dit « Regarde le poisson que j'ai attrapé. Le plus gros poisson du Saint-Maurice. Pas des farces. 5 pieds de long. J'ai eu toutes les misères du monde à le sortir. Mais on dirait que quelqu'un m'a aidé. Je me demande si ce n'était pas Petit Joe qui aurait voulu se racheter. Encore aujourd'hui, on parle de Petit Joe, le draveur, qui a été oublié pendant des années. Les enfants, souvenez-vous, soyez gentils avec vos amis, ils seront toujours là pour vous. Vincent Tremblay. C'était une belle journée ensoleillée et la température affichait moins 10 degrés. Mes partenaires et moi étions réveillés à 5h30 pour aller travailler. Je m'appelle Félix Roy et je fais la drave. Mes partenaires, Vincent Tremblay et André Duchesne, font la même chose. On s'entend vraiment bien. On avait tout fini de nous habiller et on était partis dehors pour commencer la journée. Vincent, André et moi piquions le bois et on l'envoyait à la bonne place. On faisait cela de mai jusqu'à septembre, peu importe la météo. Marcher sur l'eau avec les baies de bois n'est pas si facile que ça, et beaucoup de gens sont morts à cause de ce travail. À distance, on entendait les camions qui emportaient le bois et les oiseaux qui chantaient. André et moi discutions de plusieurs choses et on parlait qu'on voulait pousser Vincent dans l'eau pour faire une blague. Au début, je n'étais pas sûre, mais c'était juste pour rire. « OK, donc tu vas t'approcher de Vincent tranquillement, sans faire de bruit, pour qu'il ne se
J'ai hoché la tête et j'ai souri. André essayait de retenir son rire quand je m'approchais de Vincent tranquillement. Quand j'ai trouvé la place où que ça se passerait, il s'est tourné vers moi et avant qu'il ne parle, je l'ai poussé fort. Exactement comme nous l'avions planifié. Il a été projeté entre les bûches. J'ai commencé à rire et André aussi. Quand tout est devenu silencieux, je me demandais pourquoi Vincent ne remontait pas. C'est tout de suite après cela que je me suis rendu compte que c'est impossible de remonter avec les bûches par-dessus lui. J'ai pris la gaffe et j'ai essayé de séparer le bois le plus vite possible. Mais il était trop tard. Vincent s'est noyé. Je me suis tournée vers André avec un regard effrayé. Je venais juste de tuer quelqu'un par exprès. Je n'aurais jamais dû avoir cette idée dangereuse et totalement stupide. Le travail ne sera plus le même, car Vincent ne sera plus là. Dans la soirée, avant d'aller nous coucher, quelqu'un a demandé où était passé Vincent. Personne ne le savait et je ne pouvais même pas parler parce que j'étais sous le choc. Donc, je n'ai pas répondu. Depuis ce jour-là, je me sens très coupable. J'ai réalisé qu'il y a un moment et un endroit pour jouer des tours, mais ce n'était ni le moment ni l'endroit pour en faire un. Être draveur est un métier très dangereux. Chaque fois que j'arrive à la hauteur de Rivière-aux-Rats, je pense à ce jour-là. Afin que personne ne l'oublie, j'ai planté une croix en souvenir de lui. Arthur avec ses bras d'acier et son cœur d'or. Maman, pourquoi on ne peut pas aller se baigner? J'ai chaud et je suis tannée de faire des châteaux de sable. Parce que la profondeur de l'eau est trop creuse pour nous. Il y a plein de choses dont nous ne savons pas l'existence et cela peut être très dangereux. Tu devrais aller voir ton père pour qu'il te raconte son histoire. Papa, je veux savoir l'histoire. Maman m'a dit que tu savais une histoire du pourquoi la rivière est aussi creuse. L'histoire de mon arrière-grand-père. Sa propre histoire. Oui. Parfait. Écoute bien, mon jeune homme. C'était la fin de l'hiver. Je revenais de travailler dans le bois. J'avais tellement hâte de revoir ma blonde que j'ai couru tout le chemin jusqu'à la tuque. J'étais en forme dans ce temps-là. J'avais des gros bras, pis ben de cardio. Je courais, puis je faisais juste penser à Agnès. Je m'en allais lui faire une surprise en arrivant tôt. J'étais supposée arriver le lendemain en prenant le train avec les gars, mais finalement, j'avais trop hâte de venir la voir, fait que j'ai décidé d'y aller à pied. J'avais laissé mes gréements à mes chums, puis je suis partie. Quand j'ai vu la pancarte qui disait que j'étais enfin rendue à la tuque, mais je suis devenue fou. Je suis montée sur la galerie, puis j'ai cogné à la porte. Elle n'est pas venue ouvrir, puis j'entendais personne parler. Je suis allée à la deuxième place où elle aurait pu être, à l'église pour l'Angéluse. Agnès était une catholique. Elle priait chaque soir et la fin de semaine, elle allait à l'église. Je trouvais ça vraiment bizarre vu qu'on était un mercredi soir. C'était presque impossible qu'elle soit allée à l'église, mais je suis allée pareil parce que je voulais la retrouver. En arrivant, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de différent. Il manquait la croix sur le dessus du clocher. C'était un très gros problème. Sans même avoir le temps de rentrer dans l'église, je vois ma belle pitoune sortir. Elle n'avait pas de l'air dans son assiette. « Agnès, j'avais tellement hâte de te revoir. Tu m'as manqué. Tu vas bien? » « Arthur, je n'ai pas le temps de parler. Nous devons retrouver la croix de l'église qui est partie dans le courant de la rivière Saint-Maurice pendant la tempête. Les gros vents forts l'ont arrachée du toit et elle est partie. » « Mais voyons, Agnès, tu sais bien que vous pouvez en avoir une nouvelle. C'est pas la fin du monde. Tu penses que cette croix ne nous tient pas à cœur? C'est le curé Corbeil qui l'a achetée en Europe, imagine-toi donc. Elle a coûté les yeux de la tête, 389,35 $. Toute la nuit, j'ai essayé de trouver une solution à savoir comment retrouver cette fameuse croix. J'en suis venue à l'idée que nous pourrions creuser les fonds de la rivière puis la retrouver. D'après ma logique, elle serait entre La Tuque puis Trois-Rivières. Elle n'aurait pas pu être plus loin. Le lendemain, je me suis mis à creuser. Je faisais cela pour Agnès. Plein de gens venaient me demander ce que je faisais à creuser dans la rivière. Je leur disais que pour les bonnes chances de La Tuque, je creusais pour retrouver la perle rare. Ensuite, je leur demandais de venir m'aider. Ça irait plus vite si nous étions plusieurs, vous savez. Tous les hommes de la ville sont venus aider. Nous avons fait un plan pour que chacun d'entre nous ait un endroit précis à creuser. Cette méthode allait durer quelques jours, mais au moins, nous avions des chances de retrouver la croix de la ville. Certains ont creusé plus longtemps dans leur section puisqu'ils croyaient trouver la croix, mais d'autres n'ont pas creusé aussi longtemps. Il fallait avoir du cœur au ventre pour travailler aussi fort. C'est pour cette raison que la rivière Saint-Maurice a différentes profondeurs. « Papa, est-ce qu'ils ont retrouvé la croix? » Oui, ils l'ont retrouvée, mais en plusieurs morceaux. Je me suis fait dire qu'elle avait cogné contre des roches et des pitounes qui flottaient. Peux-tu imaginer à quel point Arthur devait aimer Agnès pour creuser dans la rivière Saint-Maurice à bras? Il n'avait pas les machineries que nous avons aujourd'hui. Tous les efforts émis par Arthur nous permettent de naviguer de Grand-Mère jusqu'à La Tuque pour découvrir les beautés de la rivière.
Cette histoire démontre à quel point nous pouvons faire des choses folles à cause de l'amour, mais elle démontre aussi comment nous sommes tous différents. Il y en a qui ont plus de persévérance que d'autres. Hey Pierre, viens m'aider à déplacer la pitoune. Ah, je m'en viens, Jacques. C'était le printemps 1947. Latuc, direction grand-mère. Jacques puis moi, on déplacé les pitounes de la Saint-Maurice pour laisser passer les autres. C'était une belle journée. Nous descendions à grand-mère pour retourner à la maison. Il nous en manquait pas gros à faire. On avait soif. Jacques se retourne et me dit « Hey Pierre, essaye de sauter cette pitoune-là. » Je me suis élancé, puis Colin, je l'ai manqué de quelques pouces. Mais là, l'affaire que je n'avais pas vue, c'est que la pitoune amenait sur le côté de la rivière où il y avait des grosses roches. Je me suis grouillé à essayer de sortir de là pour ne pas rester pris. Puis bang! Mon pied a glissé. Puis je suis tombé à l'eau. Mon pied était coincé entre deux grosses roches sur le côté de la rivière. Mon Jacques essaie de me sortir de là. Il a jamais réussi. Il a embarqué sur une des pitounes, puis il a dit qu'il allait chercher quelqu'un au village pour m'aider. Moi, Colin, je forçais comme un bœuf me sortir de là. Je m'inquiétais à savoir s'il allait revenir pour de vrai. C'était long, là. J'ai forcé, puis j'ai forcé, puis j'ai forcé. Mais rien s'est passé. Je me suis mis à prier. Ma mère m'avait toujours dit que Dieu serait là quand on aurait besoin de lui. Je ne pouvais pas me mettre à genoux, mais je faisais de mon mieux pour lui parler. Après lui avoir parlé, je n'étais pas sûr de si quelque chose de spécial allait se passer. Je gardais espoir. Puis là, tout d'un coup, je vois un petit castor s'en venir vers moi. Le castor s'est mis à construire un barrage de branches autour de moi. Ma jambe se sentait de plus en plus légère. Mon prochain réflexe était de sortir de là. Le castor a donc commencé à pousser la grosse roche de toutes ses forces. Puis boum, ma jambe a sorti. Je me suis dépêché avant que je me blesse ou je meure d'hypothermie. Je vois donc le castor s'en aller et continuer son chemin. Croyez-le ou non, mais j'ai marché de la place où j'étais pris jusqu'à grand-mère. Une fois arrivé, je savais où aller trouver mon partner de rêve. Ça n'a pas été long que j'ai vu Jacques se couler une douce en se versant une larme de Jamaïque à l'hôtel. Si je ne m'étais pas sorti de là, je n'aurais jamais survécu. Depuis ce jour-là, je fais pas mal plus confiance au bon Dieu qu'aux avergnes qui prétendent vouloir vous aider. Je vous passe un papier que si Albert le Castor n'avait pas été là, je n'aurais sûrement pas pu vous revoir ma famille. Depuis ce jour-là, ma famille et moi prions à chaque soir pour remercier le miracle qu'il a été créé.